Et bienvenue tout le monde dans l'Hebdo Geek numéro 4. Nous sommes de retour en cette 4e édition, 4e semaine sur laquelle je vais vous conter l'actualité hebdomadaire de la culture geek. Cette semaine, on n'a pas de sujet important en vérité, on va avoir 3 sujets. On va parler des Tortues Ninja dans un premier temps parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire en cette année 2023. On parlera aussi de Twitter qui devient X. Et c'est très bizarre de dire ça. Et au final, on fera une petite review de Secret Invasion du coup, qui s'est terminée cette semaine. Et du coup, ça sera l'occasion de parler un tout petit peu de Marvel. En dehors de, évidemment, les brèves que vous aurez à la fin. Il y en a un petit paquet de brèves à la fin. Donc j'espère que ça vous plaira du coup. On est parti tout de suite en commençant par les TMNT. TMNT plus que jamais le vent en poupe. Pourquoi ? Parce que les Tortues Ninja, on avait prévenu, c'était en 2023, c'était leur année. Oui, c'est le retour sensationnel des Tortues Ninja. Non pas qu'ils étaient absentes, hein. Les Tortues ont toujours été présentes, hein. Ça fait plusieurs années, ça fait 5 ans maintenant que iComics édite la série de comics, la série régulière de comics des Tortues Ninja qui a débuté déjà il y a une bonne dizaine d'années aux États-Unis. Et donc, cette année, c'était leur année. Pourquoi ? Parce que notamment, il y a le film Ninja Turtles Teenage Years en VF, hein, TMNT Mutant Mayhem en VO. Ça sort le 9 août. Ça sort dans une dizaine de jours. On y est. Aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet. Donc, le 9 août, c'est dans une dizaine de jours. Hein. Ça va venir très vite. Moi, personnellement, j'ai très hâte, si vous voulez mon opinion. J'ai très hâte. Genre vraiment, c'est un truc que j'attends. En pré-show, on regardait les petits trailers là, qui étaient diffusés. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour voir les vidéos avec nous, en direct. C'est le mieux quand même. Hein. Et donc, du coup, vraiment, même la VF sur laquelle j'avais quelques petits doutes, c'est quand même assez convaincant. Donc, je suis assez content de ça. Mais en tout cas, grosse année 2023 pour les Tortues Ninja, avec ce film qui sortira d'ici 10 jours, dont on attend beaucoup, et dont on a appris également cette semaine par le biais de Variety, qu'une suite était déjà en chantier, et que même une série animée, Tales of TMNT, du coup, Tales of Teenage Mutant Ninja Turtles, était sur le point d'être préparé pour Paramount+. Donc, le film n'est même pas sorti, qui savent déjà que ça va être un carton et qui sont déjà en train d'enclencher la suite de tout ça, avec une suite et une série animée qui sera dérivée de tout ça. Comment ça va se passer d'ailleurs ? La série animée et les 2 films auront le même casting vocal, ça ne changera pas. Néanmoins, on n'aura pas le même style visuel entre les films, donc le second film devrait se trouver dans la même gamme visuelle que le premier. Par contre, la série animée sera plus en 2D, 2D un peu plus classique. Mais par contre ça sera vraiment dans la même histoire, puisque la série animée, en tout cas la première saison si on comprend, se situera entre le premier et le deuxième film. Voilà, donc ils sont vraiment en train de remettre en avant les Tortues Ninja du côté de chez Paramount. On a vraiment envie d'user de cette licence. On a compris que cette licence avait matière à convaincre un peu les gens. Et c'est ça l'intérêt. C'est, pour moi aujourd'hui, les Tortues, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit compter. Il se passe énormément de choses. Notamment du côté de la SDCC, puisqu'on a parlé la semaine dernière, on n'avait eu qu'un peu d'annonces. Au final, il n'y a pas eu beaucoup plus d'annonces sur le reste du week-end, de grosses annonces, hein, j'entends. Si ce n'est The Last Ronin 2 Re-Evolution qui a été annoncé. Donc pour rappel, The Last Ronin, qu'est-ce que c'est ? C'était un comics, du coup c'était une série limitée qui avait été initiée du coup comme une suite, comme un futur dystopique dans lequel il ne restait plus qu'une tortue. Voilà, je vous dis pas laquelle, il faut lire pour le savoir. Il ne reste plus qu'une seule tortue sur les 4. Et donc cette tortue part en quête de vengeance pour venger ses frères, bien entendu. Et donc The Last Ronin a été un succès mondialement. Le comics est reconnu. Le comics même en France a eu un lancement incroyable. Pour vous dire, il y a eu une panne
un manque de stock. Vraiment, il a été en rupture de stock. Peu après son lancement, il a fallu attendre, je crois, 3-4 mois pour pouvoir revoir The Last Ronin et pouvoir le racheter pour ceux qui ne l'avaient plus. Et donc du coup voilà, on a eu l'annonce à la SDCC qu'il y aurait une suite, The Last Ronin 2 Re-Evolution, qui va se situer non pas simplement après The Last Ronin, parce que si vous avez lu The Last Ronin, vous vous dites ah mais attends c'est un peu bizarre, non, il va se situer après The Lost Years et The Lost Days, qui sont des séries un peu dérivées du coup, qui sont des suites à The Last Ronin, et qui du coup va en fait faire la transition avec The Last Ronin 2, voilà. Et donc, voilà, on y est, une suite, forcément, ça fonctionne. Donc on est obligé de faire une suite à tout ça. Moi, ça me déplaît pas pour autant, même si le petit épilogue de The Last Ronin m'avait un peu laissé un peu pantois en mode... moi, j'étais même... Je sais pas trop si j'aime ou j'aime pas, en fait. Je sais pas trop, faudra voir ce qu'il y en est. Néanmoins, The Last Ronin, pour moi, mérite son succès. C'est presque un chef-d'œuvre. J'ai adoré ce qu'on m'a présenté. Et donc voilà, enfin la suite, ça fait extrêmement plaisir. Donc on va pouvoir profiter de ça. Bon, en France, il va falloir attendre, hein, bien sûr, parce que là, c'est l'annonce aux US, vous savez. Donc le temps de l'édition aux US, le temps qu'on ait je sais pas, 6-8 numéros, peut-être plus, de la série pour au moins avoir un premier tome en France. Bon, il va se passer 6 bons mois au moins, hein, si ce n'est pas plus. On a aussi appris une autre chose à la SDCC, c'est que Matheus Santolouco, grand dessinateur que j'apprécie fortement, sera de retour sur les Tortues avec une nouvelle série dérivée qui sera The Untold Destiny of the Foot Clan, donc la destinée non Untold non dite du clan Foot. Vraiment, vous savez, le clan Foot, ça fait partie des ennemis des Tortues Ninja. Et bah voilà, Matheus Santolouco va avoir une série limitée sur laquelle il va pouvoir travailler, qui sera en parallèle de la série régulière actuelle. Voilà, c'est l'info. Et ça fait extrêmement plaisir de revoir Matheus Santolouco, qui est un dessinateur hors pair. En plus, il est passé il n'y a pas si longtemps que ça en France. J'ai pas eu l'occasion d'aller à sa rencontre. J'aurais énormément voulu, mais j'ai pas pu. Et il est extraordinaire. Voilà, c'est lui qui a dessiné notamment The Last Ronin qu'on parlait juste avant. C'est lui qui a dessiné Shredder in Hell aussi. Bref, voilà, c'est vraiment un super dessinateur qui mérite sincèrement le succès avec ses tortues. Il sait les dessiner comme personne d'autre. Je vous rappelle également pourquoi 2023 c'est l'année des tortues, parce que on a l'intégrale 1 qui est sortie chez iComics récemment là. L'intégrale 1 qui permet de pouvoir reprendre l'aventure des tortues de manière assez bien éclairée, on va dire, puisqu'en fin de compte vous avez quasi toute l'intégralité, c'est un intégral, hein, c'est le but, des séries qui sont racontées, mais aussi des séries annexes qui viennent sans qu'il y ait dans la série régulière. Je me perds un peu dans mes mots, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et donc du coup le premier intégral est sorti récemment chez iComics. C'est l'occasion de découvrir des TMNT à moindre prix en plus, parce que le prix est vraiment pas cher en rapport du nombre de pages que vous avez dedans. Vous avez le tome 2 qui arrivera le 25 octobre, il y a encore un petit peu de marge. Voilà, ça va être des éditions qui vont avoir un peu de temps entre les numéros, parce que ça fait des beaux pavés quand même, hein, qu'il faut mettre. Donc ça c'est sorti cette année, donc c'est une réédition finalement de la série qui a commencé il y a 5 ans, dans laquelle on inclut des choses qui pouvaient manquer au préalable. Et puis à venir le 23 août prochain, on aura TMNT Reborn tome 1. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'est tout simplement la suite, puisque la série régulière elle s'est arrêtée finalement. Elle s'est arrêtée il y a quelques mois de ça. On a eu un tome 19 en France, notamment avec iComics. On a eu le tome 19 avec Shredder in Hell qui vient s'incruster dedans, qui sont sortis, qui mettaient un terme finalement à le chemin, le parcours, que dis-je, de Kevin Eastman, qui avait repris les Tortues en 2000, je crois que c'était 2011 qu'ils avaient relancé la série. En tout cas, aux États-Unis, la série date de cette époque-là. Donc Kevin Eastman qui passe le flambeau à Sophie Campbell, du coup, qui reprend le titre et qui va continuer la série régulière, du coup, qui part sur maintenant un TMNT Reborn. Le premier tome sortira le 23 août chez iComics. Voilà. Je vous invite à vous y intéresser de près, notamment si vous ne connaissez pas, par le biais de l'intégrale 1
qui est sorti récemment, je le répète. Ça vaut quand même le coup. Je peux vous jurer que c'est une très belle série, c'est un super truc à lire, c'est super intéressant. Moi je suis en plein dedans, vous savez, j'ai la collection qui s'agrandit là. Lisez les Tortues Ninja, regardez-les, appréciez-les. 2023, l'année des Tortues, je l'avais prédit, je l'avais dit, tout le monde l'avait dit de toute façon. Ce n'était pas une surprise, voilà. On va parler de Twitter qui devient X. Et oui, c'est très très bizarre, je vous jure, hein, même moi quand je le dis, je l'ai préparé, hein, j'ai marqué le titre et tout, mais oralement quand je dis Twitter devient X, tu peux pas t'empêcher. Le X là, il a quelque chose de... Non, là c'est intense quand tu dis X, tu vois. Oh là là, c'est... Non, c'est... Quand même, hein. Bon, et ben voilà, parce que Elon Musk, il s'est un peu excité, voilà, et il a eu envie de s'exciter. Mais je vais vous dire pourquoi il a eu envie de s'exciter un petit peu avec son X. Tout simplement parce que c'est une histoire qui remonte déjà à 1999. Ouais, 1999, X.com, c'est le projet original d'Elon Musk et de son partenaire de l'époque, qui, après la revente de sa première boîte Zip2 à Compaq, revente pour 300 millions hein, quand même, a décidé de faire une sorte de système bancaire en ligne qui était du coup en fait les prémices de ce qu'on a pu connaître avec PayPal. Pourquoi les prémices ? Parce qu'en fait déjà il faut savoir que leur projet X.com a fusionné avec Confinity qui avait déjà la marque PayPal. Voilà, Confinity avait déjà la marque PayPal. Ils ont fusionné les deux entités, ils ont gardé PayPal, ils ont laissé X.com de côté. Et ils ont fait le projet avec PayPal, ce qui est devenu aujourd'hui PayPal, qui s'est fait racheter par eBay en 2002 notamment, etc. Voilà, vous connaissez un peu l'histoire. Et puis en 2017, Elon Musk il a racheté X.com à PayPal. C'est PayPal qui avait le domaine. Et il a racheté X.com en disant ouais non mais ça me tient à cœur, c'est le premier domaine que j'avais vraiment, j'ai envie de le racheter, blablabla. Depuis 2017, son domaine il dort, il a dû le payer cher en plus. Hein. Et il a décidé, comme ça, en tout cas c'est ce qu'on pense, on pense qu'il s'est levé la semaine dernière, il s'est levé un matin, il s'est dit si j'appelais X, enfin si Twitter devenait X, c'est ça mon truc en fait. J'ai fait X.com, j'ai jamais pu aller au bout de mon truc. Maintenant que j'ai une plateforme qui a des milliers d'utilisateurs, je peux avoir mon X.com à moindre coût. Je vais juste mettre 3 designers sur le lot et puis on est bien. Et encore, il n'a même pas été chercher 3 designers parce qu'il a demandé à sa commu de fou furieux qui lui a pris un joli X pris avec une typo gratuite sur fonts.com. Voilà, ils lui ont donné un X, il était content. Et roule. Trop fort. Hein. Elon Musk, c'est incroyable. Hein. Il est de mieux en mieux. Il se bonifie avec le temps. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il se bonifie avec le temps. Donc voilà une transition complètement prévue, imprévue. Il a justifié la tournure de Twitter en X pour dire X.com doit devenir une plateforme tout en un. Vous entendez ? Plateforme tout en un. C'est-à-dire un marché mondial d'idées, de biens, de services et d'opportunités. Voilà comment le gars définit le truc. Tu passes de Twitter, où tu as les 3/4 des utilisateurs qui sont là-dessus pour dire de la merde et pour insulter des gens, à on va faire un marché mondial d'idées, de biens, de services et d'opportunités. Waouh. C'est balèze, hein. Sachez qu'avec ce move, d'après Brain Finance, Twitter aurait déjà perdu 32% de sa valeur. Bah oui, parce qu'au final, Twitter, c'est un oiseau bleu. Twitter, c'est une image. Twitter, c'est une marque. Voilà, aujourd'hui, on connaît Twitter pour tout ce passif-là. On le connaît. Ça fait 20 ans, je crois, Twitter. Imaginez quand même. Et bah, voilà. Ça a déjà perdu 32% de sa valeur. Parce que personne n'en a rien à foutre de X.com. Ils veulent Twitter. Ils veulent pas X. On s'en tape. Donc voilà. Et les revenus de pub, les revenus publicitaires ont décru de 50% déjà. Vous imaginez ? Quel move de merde. Non, genre vraiment. Hein. Voilà. On en arrive à se poser vraiment la question, à se dire si ce gars, parfois, il lui arrive de réfléchir et de voir un peu plus loin que le bout de son ego. Hein, je vais dire ça comme ça. Parce que là, pour le coup, on a vraiment l'impression qu'il s'est levé un matin en se disant « Et tiens, et si je reprenais X.com, j'ai un nom de domaine que j'ai payé des millions qui me sert à rien, autant que je mette Twitter dessus, ça sera intéressant. » Donc du coup, il a fait passer Twitter en mode X.com. Quand tu vas sur X.com, paf, ça redirige vers Twitter. Puis il s'est dit, oh, finalement, c'est peut-être pas suffisant vraiment pour que ça soit rentable l'histoire. Il faudrait que les gens ils aillent sur X.com plutôt que d'aller sur Twitter. Non ?
Ah, du coup, bah, autant on enlève la marque Twitter, on met la marque X et voilà. Ouais, vous imaginez ce que c'est? Genre, pour donner un exemple, Facebook, l'entreprise Facebook s'est changée en Meta, mais ils l'ont fait de manière invisible. Ils n'ont pas renommé toutes leurs applications. Il y avait Facebook, il y avait Instagram, il y avait WhatsApp, etc., etc. Ils n'ont pas tout rebrand. Non, ils ont juste fait en sorte de dire bah, la maison mère Facebook, la société Facebook, et non pas le réseau social, va devenir Meta et va englober d'autres sociétés en fait. C'était logique. Et les gens s'y sont fait naturellement. Pourquoi? Parce que c'était pas la figure de proue en fin de compte. C'était la société qui se cache derrière. Tout comme Google, depuis 2015, la société mère ne s'appelle plus Google, elle s'appelle Alphabet. Vous voyez le truc? Et ça, tout le monde s'en tape en fait. Il y en a même peut-être parmi vous qui ne savaient pas que Google, la maison mère aujourd'hui, s'appelait plus Google, elle s'appelait Alphabet. Bah ouais. Mais parce que en fait, c'était pas nécessaire de le savoir. Mais alors lui, il décide de racheter Twitter et de dire bon bah du coup les gars j'ai foutu 44 milliards là-dedans, finalement je peux faire ce que je veux, hein, c'est une sandbox quoi, c'est un bac à sable, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on est con, hein. On passe à notre prochain sujet qui est une petite review. La semaine dernière, je vous ai fait un petit test de jeu. Je vous ai parlé un petit peu de DC Heroes and Villains, du coup, en mode test et tout, c'était un peu long. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de Secret Invasion, du coup, qui vient de se terminer cette semaine. Une petite review, no spoil, vous inquiétez pas, on spoil pas ici, on n'aime pas trop ça. Donc, petite review, no spoil de Secret Invasion qui vient de se terminer après 6 épisodes. Voilà, le dernier épisode était cette semaine. Le final était sans grand intérêt. Voilà, sans grand intérêt, c'est mon avis. Moi, le problème que j'ai avec Secret Invasion, c'est que depuis l'épisode 1, ça se donne des airs intelligents alors que ça ne l'est pas. Voilà, on essaye de te mettre en place une sous-intrigue d'espionnage. On essaye ouais, de te mettre un truc comme si ça vraiment, il y avait il y avait un impact en fait dans le truc. Tu te sens pas concerné dans leur histoire. Tu te sens pas concerné. Vraiment. On a beau te mettre des personnages qui meurent, etc. Osef. Franchement, c'est Osef. On n'en a rien à faire. Vraiment. Vraiment. Il y a que le premier épisode qui te fait lever un sourcil peut-être à la fin. Ok. Ensuite, je trouve que c'est pas intéressant. C'est vraiment, hein, je vous jure que ce que je dis, c'est ça se donne l'air intelligent, mais ça ne l'est pas. Vraiment, c'est un sous-film d'espionnage mal foutu. On n'a même pas envie de savoir où est-ce que ça va au final. Pour rappel quand même, sur Rotten Tomatoes, on est arrivé à 58% d'avis. Hein. Rotten Tomatoes, vous savez, hein, avec leur Tomatometer, aujourd'hui, c'est le ranking numéro 1, j'ai envie de dire, pour tout ce qui est contenu cinéma, série. Bien que on peut douter de certaines choses qui peuvent se passer sur ce site avec leurs notes, mais globalement, le site numéro 1 donne 58%. C'est quand même pas fou. C'est un des pires scores d'ailleurs du MCU au final. Hein. Avec d'ailleurs, j'ai vu un graphique passer avec Eternals qui fait partie du top 4 des pires notations du Marvel Cinematic Universe sur Rotten Tomatoes. Je ne comprends pas. Je pense que les gens qui regardent le Marvel Cinematic Universe n'aiment pas le cinéma. C'est ce que j'ai tweeté, je crois, hier ou avant-hier. Je pense que ces gens n'aiment pas le cinéma. C'est pas possible parce que Eternals, ok, c'est pas un film parfait, il est pas incroyable. Mais en attendant, c'est peut-être quelque chose des plus original qu'on ait vu depuis longtemps, depuis la phase 4, depuis la saga du multivers. C'est peut-être un des films les plus intéressants et originaux qu'on ait vu, où on essaye de voir un peu plus loin que le simple super-héros, la simple bagarre, etc. Et c'est complètement anormal de voir un petit peu Eternals à ce niveau. Enfin, je comprends pas. On a quand même des choses qui sont amenées dedans, qui sont hyper intéressantes, hyper impressionnantes, enfin vraiment voilà. Donc là, le top 4 dont fait partie Secret Invasion, c'est Eternals, Thor Love and Thunder, et puis le quatrième c'est Quantum Mania, je crois, de Ant-Man là. Bon, qui était pas fou non plus. Est-ce que pour autant il fait partie du top 4 aussi? Bon, je sais pas, on peut peut-être en douter. Bah, déjà on ressort Eternals et on repart quoi. On en reparle du top 3. Mais bon,
Marvel Cinematic Universe, c'est vraiment plus ce que c'était. Bon, bah déjà que on pouvait quand même se plaindre de la qualité de certaines productions depuis le début de cet univers partagé. Aujourd'hui, on en arrive quand même à se demander qu'est-ce qu'ils s'y foutent. Voilà. Parce que Marvel Studios est incapable de respecter ses personnages depuis quelques temps. Moi, je vais vous dire, Secret Invasion, ok, ça peut être mal adapté et c'est tout, mais par contre, t'aurais pu au moins respecter des personnages comme le Super Skrull, par exemple, puisque là, ça respecte pas en fait l'univers, en fait, en tout cas de ce que j'en connais, l'univers des Skrulls, de tout ce qui est autour des Skrulls. Bah, j'ai pas l'impression. Ils ont essayé de mettre quelque chose en place. Ouais, et puis je pense qu'ils respectent pas leurs personnages. Donc moi, je suis un peu saoulé de tout ça. Dernièrement, les films étaient pas fous. J'ai vu Les Gardiens de la Galaxie volume 3 cette semaine, enfin. Je vous avoue que Les Gardiens, c'était plutôt cool. Les Gardiens de la Galaxie volume 3, c'était plutôt cool. Il y a quand même des choses qui me déplaisent, voilà. Mais ça, c'est le cinéma de James Gunn. Je trouve que tout n'est pas super. Maintenant, je comprends en fait que ce soit nécessaire. Il y avait un sujet quand même assez lourd dans Gardiens de la Galaxie 3, mais moi, je peux assumer un sujet lourd sans avoir une vanne derrière, par exemple, pour venir désamorcer un peu le truc. Moi, c'est un peu ce genre de move qui me gêne. Il y a un truc super drama qui se passe et t'enchaînes avec une scène avec Mantis et Drax qui sont en train de rigoler, blablabla, puis c'est drôle et on rigole. Ouais, moi j'ai pas besoin de ça. Je trouve que, bon, ok, je comprends le fait de vouloir désamorcer un peu la dramaturgie auparavant, mais je fais partie des gens qui aiment bien regarder un peu des dramas, des trucs qui sont prêts à verser une larme s'il le faut parce que waouh, ça touche de ouf et c'est dur. Bon, je suis prêt à assumer ce genre de choses. Après, je peux comprendre que effectivement le format grand public nécessite du coup de désamorcer assez rapidement les trucs. On n'est pas sur... j'ai un peu dévié parce que je parle des Gardiens, mais on n'est pas sur des full vannes. Voilà, c'est full ouvert et on rigole toutes les 5 minutes pour un oui, pour un non. Donc ça va. Franchement, c'est pas les Gardiens 2 à ce niveau-là. Mais voilà, pour moi, c'est pas non plus ce qu'a fait de mieux Marvel depuis le début. Néanmoins, il faut reconnaître au moins qu'il y avait une approche qui était pour le moins original. Ce film essaie de toucher un peu plus d'originalité que le fait Secret Invasion, qui se complaît dans cette médiocrité, j'ai envie de dire. La médiocrité du MCU. Mediocre Cinematic Universe. Je crois que c'est Captain Popcorn qui a appelé une vidéo comme ça, je crois, il me semble. J'ai trouvé ça très très drôle. Donc voilà. En tout cas, c'est 200 millions de dollars, très mal investis. Oui, vous avez bien entendu, 200 millions pour Secret Invasion. Au ratio d'épisodes, les amis, ça fait 30 millions par épisode. Plus de 30 millions par épisode. Vous vous rendez compte ? Ah, mais vous vous demandez où c'est passé, quand même. Vraiment. Je crois qu'il a fallu payer Samuel L. Jackson parce que là, 30 millions par épisode. Ah, ok. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des séries beaucoup plus ambitieuses qu'on fait avec nettement moins. Donc je suis bien conscient, attention, je suis bien conscient que c'est pas 30 millions l'épisode et que 200 millions c'est le budget global et qu'on ne peut pas découper ces 200 millions par 6 pour faire le prix d'un épisode. J'en suis bien conscient. Ce que je veux dire, c'est quand tu fais un peu le prorata de tout ça, c'est très drôle. C'est-à-dire que là, 200 millions, c'est un film. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais un film, c'est 2h30, tu filmes 4 heures de film que tu recoupes, donc les 200 millions, blabla, machin. Là, c'est sur 6 heures, puisqu'il y a 6 épisodes. Ouais, c'est des petits épisodes de 30-35 minutes, déjà, premièrement. Et deuxièmement, on n'a jamais vu, quand même, des séries à 200 patates être aussi mauvaises. Vraiment, Là, c'est vraiment mauvais. Enfin, mauvais. J'exagère peut-être, mais pour 200 millions, pour 200 millions, je dis que c'est mauvais quand même. Bon, quelle est la suite en tout cas ? La saison 2 de Loki arrivera le 6 octobre. On a eu un petit poster hier, poster vite oubliable. Mais en tout cas, on a la date, le 6 octobre, ce sera le prochain rendez-vous pour le MCU avec du coup la saison 2 de Loki. Saison 2 que là j'attends. Là, franchement, c'est une production que j'attends. J'avais bien aimé ce qu'avait proposé la saison 1.
une approche originale, une approche du multivers, etc., qui est bien plus originale que ce qu'ils ont voulu nous pondre dans les films ou les productions du MCU récemment. On essaie c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaie de se donner des airs intelligents sans que ce le soit. Voilà, le multivers est pas si compliqué, hein, au final, on veut te faire croire que c'est compliqué, mais bon, pas du tout. Et puis après, il y aura The Marvels, du coup, le 8 novembre prochain. Voilà, on verra ce qu'il en est à ce niveau-là. Passons aux brèves, les amis, les brèves. Qu'est-ce que j'avais à raconter sur les brèves aujourd'hui ? On commence avec CD Projekt Red, vous savez, le studio développeur de The Witcher 3, de Cyberpunk 2077. Et bah malheureusement, CDPR doit se séparer d'une centaine d'employés. Ils vont licencier une centaine d'employés, c'est énorme, voilà. La vérité, c'est l'annonce du CEO Adam Kicinski, du coup, qui a été complètement transparent avec ses équipes aux yeux de tout le monde en disant aujourd'hui on est en sureffectif, c'est-à-dire qu'on a des projets, il y a eu des réductions de projets, vous le savez très bien, ils se sont reconcentrés sur certaines choses. Sûrement qu'ils avaient acheté masse studio, ils avaient embauché masse de personnes pour pouvoir finir Cyberpunk dans de bonnes conditions, pour pouvoir vraiment envisager la suite, voilà, machin. Bon, bah, aujourd'hui ils sont en sureffectif, réduction des projets, pas assez de travail à fournir à leurs équipes. Du coup voilà, il y a des licenciements à prévoir, je crois que ça a déjà commencé ou ça va commencer pour les contrats les plus courts et ça va courir jusqu'en janvier 2024. Comme ils l'ont dit, ils sont très transparents avec tout le monde, ils ont bien exprimé tout ça de manière à ce que les personnes avec le plus d'ancienneté dans l'entreprise qui vont partiront en janvier 2024 et ont quand même le temps finalement, ils vont avoir 6 mois pour pouvoir se trouver une porte de sortie. De plus, il a bien spécifié que tout le monde aurait l'entièreté de sa prime de départ, de sa prime de licenciement. Donc voilà, c'est CDPR qui doit faire face à ce genre de problème. C'est un peu le souci quand tu as des gros projets et que tu ajoutes de nouveaux investisseurs, que tu achètes des nouveaux studios parce que tu as de grandes ambitions et que tu dois un tout petit peu revoir tes ambitions à la baisse parce que tu as un coup dur. Voilà. Et là, pour le coup, CDPR, ils ont eu un coup dur avec Cyberpunk. Ils ont quand même conservé tout le monde. Après la sortie de Cyberpunk en mode « Ok, on va travailler d'arrache-pied sur la suite et on verra ce qu'il en est. » Aujourd'hui, 2 ans et demi après, malheureusement, voilà, il faut se séparer de certaines personnes car sureffectif. Je trouve quand même, on peut critiquer et toujours quand il y a des périodes de licenciement, c'est toujours dur. Mais pour le coup, je souhaite lever mon chapeau, non pas parce que je supporte le studio et que j'apprécie beaucoup leurs propositions et tout, mais juste parce que il faut quand même assumer les choses et dire comme ça, ok, on laisse 6 mois aux gens, en tout cas pour la plupart, pour se retourner et tout. C'est quand même pas mal, hein. On parlait d'Elon Musk tout à l'heure, hein. Quand on voit chez Twitter, il est arrivé, il a dit bon bah toi demain t'es pas là, hein. Tu pas la peine de revenir demain, merci, au revoir. Donc voilà, il y a des gens qui font les choses, qui essayent en tout cas de faire les choses bien un minimum, et puis d'autres qu'on n'a rien à foutre. Voilà. Bon, passons à George R.R. Martin, ok, le créateur de la saga Game of Thrones, du coup, Trône de Fer. Il a vu son deal avec HBO suspendu. Donc si vous ne le saviez pas, George R.R. Martin, du coup, a signé un deal avec HBO en 2021 qui spécifiait qu'il était... Je crois que c'est conseiller, j'ai plus le nom exactement de son rôle, mais en gros, il est comme un conseiller, comme il l'a été au début de Game of Thrones, de la série, sur les premières saisons. Il sert de conseiller à tous les spin-offs du coup de Game of Thrones et tout ce que HBO essaye de produire comme contenu Game of Thrones à l'avenir. Et ben en fait, ils ont suspendu son contrat suite à la grève. C'est lui-même qui l'a annoncé via son blog. Donc en gros, ça veut dire que pour l'instant, ils n'ont pas rompu le contrat, ils l'ont suspendu. Hein. Ça veut juste dire que ses activités avec HBO, aujourd'hui, sont suspendues. Donc, s'il avait potentiellement un gain d'argent avec ce contrat, il n'en a plus. Son contrat est suspendu, il n'a plus besoin de participer au projet et tout, et ça s'explique par la grève, puisque les scénaristes doivent bosser sur des nouveaux spin-offs, etc.
les castings, etc. doivent se faire, et qu'aujourd'hui, on n'a pas de scénariste, on n'a pas d'acteur, donc du coup, non, en fait, on ne peut rien faire. Donc c'est plutôt logique de la part de HBO, s'ils en ont la possibilité de faire quelques économies, entre guillemets, en disant, on suspend le contrat de JRRM, voilà. Bon, de son côté, sachez que il continue d'écrire The Winds of Winter, peut-être qu'il arrivera à le terminer un jour. Il continue d'écrire The Winds of Winter, qui est attendu depuis, 10 ans maintenant peut-être. Un truc comme ça, un peu plus même je crois. Voilà, de ce que lui nous dit, c'est que la seconde saison de House of the Dragon est à moitié terminée. Les scripts étaient tous écrits depuis un moment, c'est-à-dire qu'en fait House of the Dragon n'est pas touché par la grève. Pourquoi ? Parce qu'en fait le tournage a lieu au Royaume-Uni. Ok, attention à bien comprendre cet aspect. Les acteurs au Royaume-Uni, pendant ce tournage, sont soumis au syndicat local, au syndicat du Royaume-Uni. Et le syndicat des acteurs au Royaume-Uni n'est pas en grève. Donc, la grève de la SAG-AFTRA, du coup, la grève des acteurs qui a lieu aux États-Unis, n'impacte pas les productions au Royaume-Uni. Donc, House of the Dragon peut continuer de travailler sans le moindre problème. Les scripts étaient déjà écrits depuis un moment, les acteurs ont le droit de tourner, la production continue. Et donc d'après JRRM, d'après lui, la moitié a déjà été terminée, donc on devrait quand même avoir quelque chose sur la fin de l'année. Je pense qu'on aura fini du coup la production de la deuxième saison le tournage du moins de la deuxième saison de House of the Dragon. On devrait avoir des nouvelles, je pense, fin d'année, début d'année prochaine, on devrait avoir des news, à mon avis. Suite à cette fameuse grève, je vous avais annoncé un truc. Je vous avais annoncé suite à la grève qu'il y allait avoir des reports. Et ça y est, c'est parti. Les premiers reports sont tombés. Kraven the Hunter a été reporté de octobre cette année au 30 août 2024. Il a été repoussé de près d'un an. Voilà, Kraven the Hunter, un film qu'on attend ou pas trop, ça dépend. Moi, je l'attends pas trop, j'ai peur. Comme j'avais peur pour Morbius, comme j'avais peur pour Venom 2. Voilà, j'ai peur, je suis effrayé. On verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, sachez que Kraven the Hunter a été repoussé de octobre 2023 à 30 août 2024, donc c'est pas rien. Sans doute dû à la grève, c'est, même si le film est terminé, prêt à sortir, je pense qu'il y a des petites choses qui font qu'on a besoin de faire de la promotion. Si on n'a pas les acteurs pour faire de la promotion, c'est pas ouf. Donc là, il faut promouvoir le film comme d'habitude. Sony, c'est un peu bancal ce qu'ils proposent avec leur Spider-Verse sans Spider-Man. Donc il y a un moment où il faut absolument les acteurs pour pouvoir faire la promotion. Là, ils s'assurent de repousser le truc en se disant on se reposera des questions plus tard. Bon, pour moi, c'est le premier d'une longue série. Entre autres, on a également Venom 3 qui, j'avais pas la date, je sais plus, il devait sortir quand Venom 3, mais Venom 3 a été repoussé au 12 juillet 2024, donc un tout petit peu avant Kraven the Hunter. Je comprends pas trop pourquoi, parce que pour moi, Kraven the Hunter devait sortir avant Venom 3, et aujourd'hui, Venom 3 va sortir avant Kraven. Donc là, j'ai un peu de mal à comprendre le move. Et d'autre part, une troisième annonce concernant les films Sony, et là c'est Sony Animation, et là ça blesse de ouf, puisque Beyond the Spider-Verse, le troisième opus de la saga Spider-Verse de Sony Animation, a été repoussé de manière indéterminée. C'est-à-dire il devait sortir en avril 2024, et il n'y a plus de date. Il n'y a plus de date, on ne sait pas quand est-ce que sortira Beyond the Spider-Verse. Donc là encore, c'est quelque chose qui... Là, ça fait très mal. Autant Kraven et Venom, bon, c'est un peu osef. Autant le Spider-Verse animé, là, ça fait mal. Donc on verra, parce qu'il n'y a même pas de date. On passe à une autre brève. Ubisoft supprime des comptes utilisateurs. Donc l'info est sortie. Il y a des gens qui ont commencé à s'affoler parce qu'ils ont reçu des alertes comme quoi Ubisoft allait supprimer des comptes utilisateurs. Bon, Ubisoft a confirmé que d'après eux, il n'y aurait aucun compte avec un jeu actif dessus. C'est pas le but. C'était que des comptes qui étaient inactifs, des comptes qui savaient qu'il y avait vraiment de l'inactivité dessus. Dans tous les cas, si jamais vous recevez un mail d'Ubisoft parce que vous n'êtes pas connecté à votre compte Uplay depuis des lustres, sachez
que vous pouvez annuler du coup cette clôture de compte via le bouton qui est glissé dans l'email. Ok ? Si jamais vous n'avez pas tout ça, rapprochez-vous du support Ubisoft qui prendra la peine de vous aider, je l'espère. Mais bon, pas de problématique. Je pense même que si vous vous reconnectez, si vous avez une alerte, vous faites partie de cette liste, mais ce qui semble peu probable, si vous vous reconnectez à votre compte Ubisoft, je suis quasi sûr que l'annulation saute, tout simplement. Vous vous connectez, vous jouez à un jeu, c'est ok. On passe à Spotify. Une petite news Spotify. Ouais, attention, j'espère que vous êtes prêts. Spotify augmente ses prix. Jusque-là, ça fait mal. Mais en plus de ça, Spotify augmente ses prix sans aucune nouvelle fonctionnalité. C'est-à-dire, voilà, vous avez une augmentation de prix gratos, sous couvert de on s'ajuste avec la concurrence. L'offre perso de Spotify a pris 10% puisqu'elle est passée de 9,99 à 10,99. L'offre duo est passée de 12,99 à 14,99, plus 2 euros, 15%. L'offre familiale est passée de 15,99 à 17,99. 2 balles aussi, 13%. Et l'offre étudiante, c'est celle qui a le plus boosté. Pourquoi ? Parce qu'elle est pas chère en fait, elle passe de 4,99 à 5,99. Elle prend 20% du coup. Bon, parce que c'est la moins chère forcément de toutes. Voilà, le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'au-delà de s'ajuster en fait sur les tarifs du marché, entre guillemets, les tarifs du marché, parce que moi j'ai Apple Music, je ne paye pas du tout ce prix-là, voilà, soyons d'accord. Il n'y a aucune fonctionnalité. Il y a des choses qui sont attendues depuis longtemps, je crois, la version hi-fi, la version, comment on appelle ça Space, comment on dit là, le Space, je sais plus quoi là, qui est sur toutes les autres plateformes et qui n'est pas sur Spotify. Voilà, on augmente les prix, mais par contre, les choses qui attendent d'être mises sur la plateforme depuis des lustres, on oublie. Voilà. Donc voilà, si vous payez Spotify, bon courage. J'ai abandonné Spotify il y a un moment parce que voilà, Apple Music quoi. Parce qu'Apple Music. Parce que je crois que je dois payer 16 ou 17 euros d'Apple One aujourd'hui. J'ai Apple TV+, j'ai Apple Arcade, j'ai Apple Music, j'ai des gigas de cloud sur iCloud. Je peux vous dire que c'est rentable. Enfin, c'est bien plus rentable que de payer... je payais un duo. Donc déjà, quand je payais, c'était encore 12 euros. Donc c'était passé à 12,99. Là, on est sur du 15 balles quand même, le duo. Presque le prix que je paye pour tous les services Apple. Ça pique. Passons à une nouvelle brève sur la NASA. Là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte la NASA ? On est dans l'hebdo geek. Mec, c'est quoi le rapport ? Eh ben, le rapport, c'est que la NASA va sortir une plateforme de SVOD appelée NASA+. Et c'est pas une blague. Une application de SVOD gratuite, ok, qui va arriver dans le courant de l'année. Et pour le moment, vous avez un site en bêta. Vous avez accès à un site en bêta, c'est beta.nasa.org, je crois. Il ne se trouve pas grand-chose pour l'instant, mais en tout cas, l'objectif de cette application est de fournir des informations. Alors, Jeff Seaton, du coup, le directeur de l'information de la NASA, a dit lui-même, c'est une étape essentielle pour rendre les informations de notre agence plus accessibles, plus faciles à découvrir et plus sûres. Le but, c'est d'avoir des contenus liés à l'information sur les missions, la recherche, les recherches de l'agence, les données climatiques, les mises à jour d'Artemis et bien plus encore. Voilà, j'ai trouvé l'info super. Je vous jure que moi, dès que l'appli elle sort, c'est install direct. Vraiment, je suis curieux de voir ce qu'ils vont proposer. Donc vous attendez pas à du contenu foisonnant, etc. C'est pas non plus Netflix, mais juste la possibilité d'avoir une plateforme sur laquelle tu peux aller consulter ce qui se fait pour la NASA. Et donc pouvoir aller voir les images, peut-être, je sais pas si ça sera en temps réel, si ça sera des images, je sais pas comment ils vont faire le truc, vraiment, je suis pas du tout scientifique et tout, j'ai aucune connaissance là-dedans, donc je peux présumer de rien, mais je pense sincèrement que c'est une super chose. Ça c'est incroyable, vraiment, c'est giga stylé, vraiment. Donc voilà, la news, NASA+. Il y a un site en bêta, vous pouvez aller voir beta.nasa.org, je crois. En gros, c'est le site de la NASA avec bêta. Devant dans le domaine. Et voilà, vous pouvez quand même commencer à découvrir. Je vous avoue que j'ai vu ça tard, donc du coup, j'ai pas eu le temps d'aller fouiner le site, etc. Mais je me suis dit, il faut absolument que j'en parle. Donc voilà. Et donc, une application qui sortira d'ici les prochains mois. On verra ce que ça donne, mais c'est vraiment un super projet. Parlons comics, parlons
Greg Capullo. Est-ce que vous connaissez Greg Capullo? Dessinateur renommé qui a dessiné des années, Batman, Spawn également. Et bah vous savez quoi, Greg Capullo il revient chez Marvel, ça fait 30 ans qu'il n'avait pas bossé pour Marvel. Il revient chez Marvel, j'avais envie de transmettre l'info, pourquoi? Parce que c'est un dessinateur que j'aime bien, parce que les runs Batman sur lesquels il a pu travailler, je les ai quasi tous lus, j'ai beaucoup aimé ses traits sur Batman qui sont très bruts, c'est vraiment le dessin de Greg Capullo. Et donc, Greg Capullo revient chez Marvel. Avec son style, il ne pouvait aller que sur un ou deux personnages, peut-être même d'autres, mais il revient sur Wolverine et sur Deadpool. Ah bah oui, tout s'explique. Quand vous me dites Greg Capullo sur Wolverine, mais j'imagine déjà les planches. Et vous pouvez déjà apercevoir des planches, puisqu'il y a déjà Wolverine, le numéro 37, qui a déjà une cover alternative du coup faite par Greg Capullo qui sortira. Je ne sais pas s'il va bosser de manière active et s'il va dessiner toute la série régulière ou non. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a déjà commencé à bosser sur les covers pour Wolverine et pour Deadpool Seven Slaughters, du coup, qui est une série limitée Deadpool. Voilà, Greg Capullo qui retourne chez Marvel après autant d'années et sur des personnages qui vraiment vont profiter de son trait. Deadpool peut-être un peu moins que Wolverine très brut, Wolverine très le griffu comme ça chez Greg Capullo, moi ça me vend du rêve. Je pense qu'il y a des personnages autres qui pourrait aussi, sous la plume de Greg Capullo, pourrait avoir un truc assez cool. Forcément, je dis ça, j'avais une idée tout à l'heure, et là, je l'ai perdu en passant. Mais en tout cas, déjà, sur Wolverine, ça va être intéressant. Sur Deadpool, il y a une approche qui va être aussi très intéressante. Oui, je pensais à Punisher. Le Greg Capullo sur le Punisher, ça pourrait être super intéressant également. Voilà. Bon, c'est une petite info glissée comme ça, petit bonbon, comme qui dirait. Voilà. On reste dans le comics, puisque d'après Jim Lee, le président aujourd'hui de DC Entertainment, attention, Jim Lee, il a gravi les échelons, un dessinateur de génie. Moi, j'ai adoré tous ses dessins également à Jim Lee. Et bah, d'après Jim Lee, les ventes DC Comics ont triplé depuis l'arrivée de James Gunn et Peter Safran chez DC Studios. Voilà, vous savez que depuis que ces deux-là ont été nommés à la tête de DC Studios, il y a une sorte de chemin de James Gunn dans sa communication surtout a voulu appuyer les œuvres des comics. C'est-à-dire que tous les projets qu'ils ont annoncés chez DC Studios, il a absolument voulu appuyer en tout cas les choses à chaque fois en disant tel projet, il sera inspiré de tel truc. Ou alors sans le dire, à glisser des petits easter eggs. On sait qu'il prend souvent des petites photos sur Instagram, machin, et que souvent, il glisse des trucs pas volontaires, pas volontaires, un peu à la Zack Snyder pour le coup, où on voit, tiens, bah là, il y a l'intégrale de tel truc, là, regarde, dans le cadre, tu vois ça, là, regarde, il a parlé de tel comics, alors qu'on sait qu'il va faire tel truc, tu vois. Donc voilà. Et bah, d'après Jim Lee, les ventes de DC Comics ont triplé, du coup. Je parle de comics, hein, vraiment, pur. Les ventes ont triplé depuis l'arrivée de Gunn et Safran. C'est assez ouf. Franchement. Pensez pas que l'impact serait aussi grand. Voilà, ça fait pas non plus une masse de temps qu'ils ont officiellement été annoncés, qu'ils ont annoncé du moins les projets. Mais voilà, les ventes ont triplé. Bon, moi je trouve que c'est juste génial pour DC. Hein. J'ai beau ne pas être un fervent supporter de Gunn et de sa vision. Le mec, s'il vient redonner de l'intérêt aux comics et au marché du comics pour que DC puisse davantage s'en sortir, payer mieux leurs artistes. Bon, désolé, ça c'est un rêve. Mais essayer de mettre un peu plus de moyens, etc. Bon, bah c'est tout bénef. Bon, bah on espère maintenant que les films suivront. Ici, on n'est pas très fan, mais on verra ce qu'il en est. Nouvelle news, il nous en reste deux. La petite brève sur Star Wars Lando, ça vous parle ? Une série Star Wars sur Lando Calrissian, ça vous parle ? C'est un projet qu'on entend depuis longtemps, non ? Et bah sachez que Donald Glover, l'interprète de Lando Calrissian dans le film Solo sur Han Solo, et bah sachez que Donald Glover et son frère Stephen Glover ont signé pour écrire la série Star Wars Lando. Ça y est, c'est officiel. Je suis fan, je vous le dis, j'adore Donald Glover. Justin Simien, du coup, qui s'occupait déjà du projet de l'écriture de Lando, a quitté le projet. Donc je pense qu'ils ont une autre vision. Pour Lando et qu'ils ont intégré Donald Glover pour qu'il fasse vraiment...
pour qu'il s'imprègne vraiment du truc. En fait, on sait que Solo, aujourd'hui, le film Solo est pas mal décrié, il est pas si mauvais. J'en parlais, c'est marrant parce qu'il est passé il y a pas longtemps à la télé, j'en parlais avec Badpink. Je lui disais non mais le film est pas mauvais, mais en fait il y a des trucs que j'aime pas. En fait, genre la justification de l'appeler Solo, enfin, genre moi ça m'a tué, j'ai dit non mais arrêtez vos conneries, c'est nul. Mais bon voilà, il y a des trucs qui sont pas ouf, il y a des trucs qui sont bien. Bon, le film pour moi il est juste... C'est mieux que les Marvel moyens, hein, largement. Hein. Donc voilà. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Donald Glover avait une interprétation de Lando qui était superbe, vraiment. Et donc, bah voilà, Donald Glover va donc écrire avec son frère la série Lando. Il va vraiment s'enticher de ce rôle, de ce personnage. Et c'est un nouveau départ pour le projet Lando. Je suis très content de ça personnellement. La dernière petite news, on finira là-dessus, c'est Ángel Manuel Soto, du coup, le réalisateur de Blue Beetle, que vous ne connaissez sans doute pas, parce que son nom n'est pas très connu. Et il a déclaré un truc qui m'a fait lever le sourcil. Je me suis dit, oh putain, mais pourquoi du coup ils ont choisi autre chose? Il a déclaré qu'au début de ses discussions avec Warner Bros, donc vous savez que le projet Blue Beetle, il date d'avant le rachat par Discovery, il s'est passé énormément de choses depuis. Le projet Blue Beetle est toujours là, contrairement au projet Bad Girl. Le projet Blue Beetle est toujours là. On va avoir le film qui va sortir là le 16 août, je crois. Voilà, mais... il faut savoir que dans ses premières discussions avec Warner Bros, il avait une idée en tête. Ouais, et bah le garçon, il voulait réaliser un film sur les origines de Bane. Voilà, c'est la news et ça dégoûte. Ça dégoûte. On aurait préféré. J'aime bien Blue Beetle. J'ai rien contre Blue Beetle. Je pense que le projet va faire ce qu'il a à faire. Je pense pas que je sois super fan de ce qui va être proposé. C'est très teenager et tout, donc on verra ce qu'il en est. Mais les origines de Bane, mazette. Mais comment? Et c'est pas, je vous parle pas des origines de Bane dans The Dark Knight Rises, hein. Non, attendez. Hein. Non. Les origines de Bane dans The Dark Knight Rises, c'est de la merde. Les vraies origines de Bane, ça aurait été incroyable. C'eût été incroyable. Donc j'espère de tout cœur que Blue Beetle sera un film pas trop mauvais, que la patte du réalisateur sera pas trop mal et qu'on puisse donner à Ángel Manuel Soto son film Bane, parce que sincèrement, la vision d'un latino sur Bane va transformer le personnage de Bane qu'on a vu à la télé et au cinéma, qui n'est absolument pas représentatif du Bane originel, vraiment. Et je vous jure que Bane mérite, et ça fera plaisir à mon pote le mancunien, Bane mérite vraiment une origine, mérite vraiment une adaptation qui soit vraiment superbe. Parce que là, ça n'a jamais été le cas. Quand on reprend les projets, on a Bane dedans. Non. Même si c'était pas... de The Dark Knight Rises, c'était assez cool. Mais son origin story puait la merde. Et ça, c'est dommage. Et voilà, en tout cas, c'est fini les amis pour aujourd'hui, c'est fini pour l'Hebdo Geek numéro 4, déjà la 4e édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 5. Et puis, n'oublions pas qu'il y aura des petites vacances là, au mois d'août, donc il n'y aura pas de numéro 6, du moins le numéro 6 sera reporté d'une semaine. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée, d'après-midi, peu importe quand est-ce que vous regardez ce moment. Et je vous dis à bientôt, ciao!